Euh, voilà, empêtré dans les histoires, dépêtré grâce aux histoires. On vous a annoncé un titre mystérieux, il n'est pas si mystérieux que cela. En fait, je l'ai emprunté à Wilhelm Schaap, qui n'est pas très connu, qui est un phénoménologue du récit, et qui le premier, je crois, s'est intéressé d'un point de vue phénoménologique au récit. Et il part de ce constat que l'homme est tout tissé de récits, que l'événement même de sa naissance, sa date de naissance, eh bien, on ne le connaît que par les récits qu'on nous en a faits. Voilà, et que donc nous sommes dans notre identité même traversés par ces histoires qu'on nous a racontées. Du coup, l'homme ne donne de sens à sa vie que parce qu'il raconte son histoire, parce qu'il se raconte son histoire, une histoire où il est le personnage principal, qu'il soit gagnant ou loser. Voilà. Et, et d'une certaine manière, l'homme ne se projette dans son action, dans ses projets, que parce qu'il assigne une finalité à son récit. Comme l'on sait, hein, une histoire n'a de sens qu'à partir du moment où on l'a lue jusqu'au bout, et c'est la fin d'une histoire qui lui donne son sens. Hein. On parle d'une histoire sans queue ni tête, sans queue, c'est la queue qui compte. Hein, c'est la fin de l'histoire qui compte, et qui fait que, rétrospectivement, une histoire avait un début puisqu'elle a une fin. Voilà. Alors, Wilhelm Schaap, il développe cela autour de cette notion d'horizon d'accueil, qu'il met en relation avec ce qu'il appelle aussi le verbum mentale, en latin, l'espèce de petit langage intérieur qui nous accompagne sans cesse, hein, cette espèce de, de commentaire permanent à l'écoute duquel on peut être, mais que l'on peut aussi négliger. Euh, il dit aussi les histoires sont prises dans toute une chaîne. Elles sont toujours reprises quelque part d'histoires déjà entendues, que ce soit des histoires que l'on a entendues soit personnellement, que l'auditeur a entendues personnellement, ou que ce soit des histoires qui ont été réécrites à partir du vieux fond de l'humanité, et on peut remonter jusqu'au récit adamique, hein, au grand mythe. Et puis, on entend une histoire dans cet horizon d'accueil avec ma représentation de ma propre histoire, de ce récit que je me fais de façon plus ou moins explicite de ma propre vie. Du coup, écouter une histoire, c'est focaliser provisoirement sur une configuration de pensée qui est proposée, qui est incarnée dans l'histoire que j'écoute, euh, et qui apparaît dans une espèce de surgissement. Et cette écoute-là, cette focalisation-là, elle prend sens parce que je trouve des résonances avec les histoires déjà entendues, hein, et j'accueille cette configuration qui rentrera en résonance avec d'autres histoires qui sont à venir et que je commence à projeter sur la base de ma propre histoire. Euh, alors cette pensée qui est une pensée assez originale semble, comment dire, éclaire toute une série de notions. Et je voudrais pointer là juste quelques notions avant d'entrer dans des choses plus, comment dire, plus narratives. Euh, Déjà la notion de stéréotype. C'est Brunner qui pointe clairement qu'un stéréotype, ça n'est jamais qu'une interprétation réifiée. En quelque sorte, un stéréotype, c'est le fait que on a interprété régulièrement de la même manière un certain nombre de situations et que cette habitude, ces éléments, ces interprétations successives ont peu à peu sédimenté et qu'elles ont été réifiées. C'est-à-dire que ce qui était d'abord vécu dans l'interaction avec une situation, et souvent une situation sociale, peu à peu, elle a été naturalisée.
on a fait comme si c'était normal, et puis finalement, on l'a essentialisé, on a dit, c'est pas la situation, mais ce sont les choses qui sont en relation dans la situation. Mais comme il y a une incertitude fondamentale sur la fin de l'histoire, sur la fin de notre histoire, sur la fin de l'histoire que nous nous racontons de notre propre vie, eh bien, il y a malgré tout une sorte de doute sur la valeur de ces stéréotypes. Et une sorte de disponibilité que l'on peut retrouver à l'occasion d'un surgissement d'un récit. Et d'une certaine manière, une œuvre, un récit que l'on entend dans ce surgissement, eh bien, il interroge le lecteur, il interroge l'auditeur, parce que d'une certaine manière, on ressent qu'il pourrait répondre à une question qu'on ne s'est pas posée, mais qu'on pourrait se poser. Et c'est Wolfgang Iser qui, dans l'acte de lecture, pour une esthétique de la réception, qui montre comment comprendre une œuvre, interpréter une œuvre, s'approprier une œuvre, c'est finalement trouver en soi-même la question à quoi cette œuvre peut apporter une réponse. D'une certaine manière, je perçois l'œuvre comme potentiellement apportant une réponse à une question que je ne m'étais jamais posée. Et puis, du coup, le travail de l'œuvre de configurer tout un espace, tout un monde représenté, eh bien, peut amener une sorte de déplacement, peut amener le lecteur à revisiter sa façon de percevoir le monde, peut reconfigurer le monde réel. Et en particulier, Ricoeur montre, en particulier, peut reconfigurer les mots que nous utilisons pour désigner le monde. Alors, sur la base de ces éléments-là, on peut faire le pari que lire une histoire, fréquenter des histoires, peut amener les lecteurs, et les lecteurs qui nous intéressent, les élèves, peut amener les élèves à opérer un déplacement, et un déplacement sur leurs stéréotypes, sur leur façon de regarder le monde, et sur la difficulté d'autrui. C'est un peu cela que je voudrais illustrer aujourd'hui avec vous, à partir de 4 récits, essentiellement, peut-être un 5e si on a un peu de temps. Montrer comment des élèves peuvent s'empêtrer dans des histoires qu'ils reçoivent, qu'ils lisent, et peu à peu se dépêtrer de ces histoires, prendre de la distance et se déplacer. Alors, simplement pour la classe, pour la conduite de la classe, il y a plusieurs conditions. Il est nécessaire que la lecture soit en travail, et que, quand je dis cela, je veux dire simplement que ce ne soit pas les élèves qui sont au travail de lecture, les élèves qui soient au travail de compréhension, mais que ce soit bien la lecture elle-même, le travail de compréhension et ce que cela produit, qui soit au travail, et en particulier au travail social. Pour cela, il faut que ce soit les élèves qui problématisent leur propre lecture, que ce soit bien les élèves qui soient lecteurs et non pas que la classe soit la mise en scène de la lecture du maître auquel on fait parvenir les élèves, et que le déplacement, si déplacement il y a, que ce déplacement, il ait une valeur sociale, soit dans la relation entre les lecteurs et le texte qui lui-même est un objet social, soit à l'intérieur même de la classe, dans la société, la micro-société que constitue la classe, soit dans la relation entre les élèves et la société du vaste monde dans lequel ils vivent et où ils sont appelés à vivre comme adultes. Voilà, c'est un peu cet itinéraire-là, ce chemin-là que je vais vous proposer. À partir de plusieurs exemples, plusieurs récits, en fait, je vais vous raconter des histoires pédagogiques, mais des histoires qui s'appuient aussi sur des histoires, des vraies. Alors, premier cas de figure, c'est l'itinéraire d'élèves de CE, de cours élémentaires,
qui sont confrontés à une histoire qu'ils vont prendre d'abord comme une histoire un peu transparente, et puis peu à peu, ils vont en comprendre toute la finesse et toute la complexité. Cette histoire, c'est Alex et le silence. J'ai amené les livres. J'ai amené les livres parce qu'il y en a un ou deux, ils sont d'un format tel, et mon habileté avec les scans est telle aussi que j'ai été obligé de les amputer un peu. Alors j'ai amené les originaux. Voilà, Alex et le silence. Je vais vous le lire, et voilà. Mais pas une lecture comme celle de Frédéric, ça va être une lecture un peu commentée. Alex et le silence. Quand Alex a peur, tout s'arrête. De marcher, de bouger, de courir. Une algue immense colle aux choses, ça étouffe tout blanc. Alors, quand vient la peur, Alex ferme ses poings et tac, tabadoc et toc, et paf, padabam et bam, il frappe la table et le tapis et le bois de son lit. Tous ces gros bruits remplissent la pièce et décollent l'algue et avec elle la peur. Quand Alex est en colère, des bêtes toutes noires grouillent dans sa tête et s'en mêlent en crissant et en scribidant. Autour, c'est figé comme la glace. Alors, Alex lève les pieds l'un après l'autre, et vlam et radam et floc, et pam padaboum et choc, les abat sur le plancher, sur le carrelage et le lino ciré. Quand Alex est content, vraiment content, ça picote partout. Ses joues et ses mains et ses pieds. Alors il ouvre toute grande sa bouche et pousse un cri, comme une chanson, un rire, comme un grelot, qui font un joli bruit dans la maison. Vous remarquez le point de vue. Vous voyez qu'on ne voit pas Alex. On ne voit pas l'enfant. Arrête de faire du bruit, dit parfois sa mère. Fais un peu de silence, dit souvent son père. Alors Alex demande, c'est quoi le silence? C'est quand on ne fait pas de bruit. Pas de bruit, c'est quand on a peur ou qu'on est en colère, pense Alex. Et il se dit que décidément, il vaut mieux faire du bruit qui chasse la peur et la colère, du bruit comme le métro, le train et les autos, du bruit comme quand on est content. Or, un matin, regardant par la fenêtre, Alex n'en croit pas ses yeux. Dehors, c'est épais, c'est tout blanc, c'est partout. C'est la neige, dit maman en souriant. Mais lorsqu'il pose le pied dehors, Alex n'entend pas le son habituel. Il lève le pied, il le repose plus fort, à peine un petit pouf. Alors il sent la peur qui vient, blanche, blanche comme la neige. Il se met à frapper tous ces ronds blancs qui descendent du ciel, mais ils disparaissent en silence, et la peur reste là, énorme. Vaillamment, il essaye de rire comme s'il était content, vraiment content, un gros rire, pour lever un peu l'algue de peur et chasser les flocons. Mais son rire se noie dans tout ce blanc, et l'on n'entend qu'un tout petit grelot ridicule, tout tremblotant, plein de frousse. Alors les bêtes toutes noires crissent dans sa tête, et puis grouillent et bouillonnent. Il tape d'un pied, de l'autre, des deux à la fois, de plus en plus fort. Rien que des petits poufs qui s'écrasent mollement. Et Alex tombe assis par terre et se met à pleurer, des larmes qui fondent bêtement dans le tapis blanc. Il a les fesses trempées. Tout à coup, dans tout ce blanc, ça bouge. Un chat se faufile en silence, du bout des pattes. Sans un bruit, une tache noire tombe sur la neige, un corbeau qui sautille et troue la blancheur en dentelle. Le chat blanc dans la neige se coule en silence vers l'oiseau sans défense. Alex a vu, il tend le bras pour le chasser, ça fait vivi. L'oiseau soudain s'envole, le chat stoppe, regarde Alex, mais ça fait vivi. Une remarque sur l'image, vous voyez le chat qui poursuit l'oiseau, mais ce que l'on voit au sol, c'est l'ombre de l'oiseau. De l'oiseau, on ne voit que la queue tout à fait sur la droite. Alex replie le bras et le tend à nouveau.
sa manche frotte doucement son pantalon, il recommence encore, et vli, 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 vli. Des petits sons lancent des sourires dans la neige. Il se laisse et avance lentement, scri, scri, parmi d'autres bruits qui sortent de dessous ses semelles. Alors là aussi, j'attire votre attention sur les petites taches de couleur qui apparaissent sur la neige. On ne les voit pas très bien, mais un peu quand même. Alors seulement, il prend dans sa main, cette petite main toute douce, un peu du froid de la neige et serre. Ça fait psh et de l'eau sort. Et tous ces petits vli et skri et psh et tous ces petits bruits chassent la peur, font de la colère. Ça crépite dans les joues d'Alex, dans ses yeux, dans ses mains, et il rit en se roulant dans la neige qui lance des vli vj vj comme des baisers dans le silence. Puis il écoute ce pas de bruit, tout blanc, où jouent les jolis petits bruits. Alex est entré doucement. Il est fier. Il sait maintenant le silence et tous les petits sons qui le percent en mosaïque. Parfois, quand il taille un crayon, on l'entend dire à présent « Taisez-vous, je n'entends pas sa chanson ». Alors, maman pose son stylo, papa s'immobilise le balai en l'air, et tous écoutent le petit bruit du bois qui se délite en copeaux. Voilà cette histoire. Alors, dispositif en CM1. D'abord, très habituel, hein. Regard sur la première de couverture pour avoir un bout d'anticipation, s'attendre à quelque chose. Ensuite, la maîtresse propose une lecture séquencée. D'abord, jusqu'au motif de la fenêtre. Hein. Ensuite, deuxième étape, jusqu'à la dernière image exclue. Et puis ensuite, troisième séance, la dernière image. Et pendant ce travail de découverte, la maîtresse va tirer plusieurs fils. Un fil autour des jeux de couleurs, un fil autour de la question de la visibilité ou de la non-visibilité d'Alex, on le voit ou on ne le voit pas sur l'image. Et puis, sur le motif de la fenêtre, parce qu'en fait, c'était un travail autour du motif de la fenêtre. C'était pris dans un réseau de livres qui présentaient des histoires de fenêtres, qui montraient des fenêtres. Et puis, une dernière étape, un débat sur la cause de l'évolution d'Alex. Pourquoi est-ce que Alex a changé ? Alors, au premier temps, les enfants montrent une certaine surprise devant la première de couverture. Hein, et ils disent, c'est comme si l'image de l'enfant était sur un papier peint. Hein, ça, vous vous souvenez, hein, c'est à cause de tous ces petits objets, ces petits débris, ces espèces de petites miettes, hein, qui sont autour et qui reviennent de façon régulière sur l'image. Et puis, il y a des ombres, on dirait des petits objets, des débris, des miettes. Et puis, surprise devant les premières illustrations, on ne voit pas l'enfant. C'est tout blanc ou noir, il n'y a que les jouets qui ont de la couleur. Et l'image en blanc ou noir, c'est comme Alex qui a peur ou qui est content. Et puis ils disent aussi, on retrouve des petites choses sur le sol, comme toutes les choses sur la première de couverture. Et c'est peut-être une sorte de lino, il y a des linos comme ça. Et ils repèrent le caractère un peu moucheté de ce sol. Hein. Ensuite, devant les deux fenêtres, ils disent, on retrouve le noir et le blanc, une fenêtre noire et une fenêtre blanche. Hein, il y a effectivement ce même contraste. Autour de la question de la visibilité d'Alex, hein, c'est la maîtresse qui pointe à quel moment, pour la première fois, on voit Alex sur l'image, c'est quand il est dehors. Hein. Et les élèves repèrent rétrospectivement qu'avant le motif de la fenêtre, hein, avant la vision des fenêtres, eh bien les images représentaient le point de vue d'Alex. On était à l'intérieur d'Alex et on voyait les choses à travers les yeux d'Alex. Hein. La fenêtre, il regarde dehors et après, le lecteur peut le voir. Et puis, à un moment, on ne voit que ses jambes. C'est quand il joue à faire du bruit avec ses jambes. On voit ce qu'il voit, on est un peu à l'intérieur de lui.
C'est assez joli, hein, je trouve, cette notation. On est un peu à l'intérieur de lui. Pour dire, voilà, pour dire quand on a 10 ans, pour dire qu'on est enrôlé dans le point de vue d'un personnage. Et puis, peut-être plus fort, cette histoire de couleurs, les jeux de couleurs. La dernière image, un enfant dit, c'est une collection d'objets qui font des petits bruits. La maîtresse fait commenter, hein, la remarque de son élève, c'est la seule qui est en couleur. Est-ce que c'est vraiment la seule chose qui soit en couleur? Et ce qui est en couleur, disent les élèves, c'est ce qui intéresse, ce qui attire Alex. Les jouets, les petites taches de la neige quand Alex joue, celles sur la neige, celles sur le lino peut-être que Alex est rentré à l'intérieur, hein, juste avant qu'il dise qu'il veut écouter le petit bruit. Avant, il y avait des taches, mais noires. Quand Alex était triste, c'était de petites branches. Et il y avait déjà en couleur l'image du dehors et puis aussi l'image de la haie. Donc le dehors attire à un moment Alex. Et la maîtresse pointe la formule, les petits sons qui percent le silence en mosaïque. Et ce terme de mosaïque, les enfants le rapprochent à la fois de la dentelle du corbeau, hein, le corbeau qui perce la neige de sa dentelle. Les petites taches font une image des petits bruits, elles sont en couleur parce que les petits bruits, ils vont remplacer les jouets. Et là, les élèves, ils approchent de quelque chose. Hein, Retour sur le motif de la fenêtre. Hein, on voit dehors sans être dehors, mais après, Alex, il est dehors, c'est aussi comme une porte, cette fenêtre-là. On voit le monde qui change. Il y a une image de l'été, c'est l'été, une image, c'est l'hiver. Et donc, il y a du temps qui est passé. C'est le moment où on cesse de voir le monde avec les yeux d'Alex pour voir le monde avec Alex. Pour Alex, c'est la fenêtre, c'est dedans, dehors de la maison, c'est ce passage-là. Pour nous, lecteurs, c'est dedans, dehors d'Alex. On sort du point de vue d'Alex pour voir le monde. À la fin, quand Alex rentre chez lui, on ne sait pas trop s'il est encore dans la neige ou s'il est sur le lino. Alors, autour du débat, qu'est-ce qui a fait qu'Alex a changé? Alors, les enfants pointent le rôle du temps. Il y a le passage des saisons qu'on a vu à travers les fenêtres. Il y a accepté de regarder le monde, de regarder non pas simplement ses jouets, mais le monde par la fenêtre. Et puis, il y a cette histoire de chat et d'oiseau. Le corbeau troue la blancheur en dentelle. Et c'était le blanc, le silence, qui faisait peur. Et puis, il y a la chasse. Il y a du danger, et c'est plus grave que le silence, le danger. Et puis, il y a la chasse, et Alex, il veut protéger l'oiseau. Il ne s'occupe plus que de lui. Il s'intéresse à autre chose que lui. Et puis, il y a le jeu d'ombre. On ne voit qu'une partie de l'oiseau, mais toute son ombre. D'ailleurs, Alex, avant, il n'avait pas d'ombre dans l'image. À partir de ce moment-là, il a une ombre. C'est comme s'il acceptait d'avoir une ombre. Et là, bon, la maîtresse s'arrête là, parce que, d'une certaine manière, les enfants se sont effectivement déplacés. Ce déplacement, c'est lié à une œuvre choisie, et c'est une œuvre d'une grande cohérence dans sa construction et dans son jeu de couleurs en particulier. C'est lié aussi, cette réussite, hein, est liée aussi à la grande qualité de la lecture faite par la maîtresse, qui peut pointer au bon moment les bons éléments. Hein. Et en même temps, ce sont des interventions discrètes, hein, ce que Daniel Marcoing appelle des relances molles et rusées. Hein. C'est-à-dire c'est des relances qui ont l'air de rien et en même temps qui mobilisent, hein, qui obligent à reprendre en compte tout un pan de l'histoire, hein, et qui conduisent à des relectures nombreuses. Hein. Les enfants ont lu 4 fois, 5 fois, 6 fois l'album, l'ont manipulé dans tous les sens, l'ont recherché plein de choses dans tous les sens. Et puis, c'était pris dans un réseau plus vaste, hein, autour des fenêtres, cette histoire de intérieur et extérieur, de cette comparaison entre les fenêtres et les portes, c'est quelque chose qui était travaillé et qui était au travail dans la classe. Mais
Voilà, ce que je voudrais dire, il y a bien une figure de l'empêtrement. Hein. Il y a un moment où on est dans le doute, dans l'incertitude, à la recherche de toutes les résonances que l'on peut trouver avec sa culture, avec ses stéréotypes, etc. Et puis il y a une figure du dépêtrement. Hein. D'abord l'éloignement d'une lecture où l'on s'identifierait à un héros. C'est aussi un focus sur une configuration de pensée, hein, une attention aux détails, une attention mise en œuvre dans l'intrigue, mais aussi dans sa lecture même. Et puis, dans la suite de la vie de la classe, hein, cette histoire-là a été une référence pour régler les volumes sonores des échanges entre enfants, en particulier dans les travaux de groupe. Ce qui nous a beaucoup frappé, la maîtresse et moi, c'est qu'il n'y a jamais eu de jugement sur le personnage. Les enfants n'ont jamais dit que c'était étonnant de la part d'un enfant d'être envahi comme ça d'émotions, de colère. Bon, moi, avec mon inculture psychologique, je me dirais bien qu'Alex présente une sorte de forme d'autisme, mais voilà, jamais les enfants de la classe n'ont porté le moindre jugement sur le personnage. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est l'empêtrement qui est lié à ce que l'on souhaiterait lire. Hein. Et voilà, la négociation autour de l'œuvre en lecture qui amène à se sortir de ce que l'on voudrait lire et de lire plus loin, mieux, plus habilement. Et le voyage d'Oregon, alors peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu en parler parce que c'est quelque chose un travail qui pour moi a été fondateur de beaucoup de choses. Voilà l'histoire, le voyage d'Oregon. Le voyage d'Oregon. Que l'image soit nette, je ne sais pas faire mieux. Hein. Là, il n'y a plus rien. Je suis désolé, mais je crois que... Ensuite, j'ai amené les livres et si vous le souhaitez, vous pourrez jeter un coup d'œil dessus. Hein. Y a pas de, pendant la pause, il n'y a pas de souci. Vous aurez les images nettes et en direct et pas amputées. C'est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon numéro. Blotti derrière le rideau rouge, je perdais mon trac et retrouvais l'enfance. Mes pitreries terminées, je le raccompagnais jusqu'à sa cage. Un soir, Oregon m'a parlé, comme dans les livres pour enfants. « Conduis-moi jusqu'à la grande forêt, Duke. » Sur le coup, je n'ai rien pu répondre. Mais seul au fond de ma roulotte, j'ai su que sa place était parmi les siens, au fond d'une belle forêt d'épicéas. Qui sait, j'y rencontrerai peut-être Blanche-Neige. Formule importante. Un dernier tour de piste et nous sommes partis dans la nuit noire, sans bagage inutile et sans clé qui déforment les poches. Je n'avais jamais été très fort en géographie, mais je me doutais que les grandes forêts, celles aux arbres gorgés de miel et aux rivières comme des viviers, ne se trouvaient pas à côté de la porte. Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. Une nuit au Sioux Motel, 2 allées simples pour Chicago et 300 hamburgers avaient eu raison de mes économies. Mais peu m'importait. J'étais heureux de faire ce voyage avec Oregon, moi qui, enfant, n'avais pas eu d'ours en peluche. Dès l'aube, on s'est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu'en Iowa, le garde-manger de l'Amérique. Ça tombait bien, Oregon était insatiable. « Pourquoi gardes-tu ce nez rouge et ce masque blanc ?»
m'a demandé Spike. Tu n'es plus sur la piste d'un cirque? Et il me colla à la peau, ce n'est pas facile d'être nain. Et d'être noir dans le plus grand pays du monde? Nous étions de la même famille. Je n'avais rien à ajouter. Nous nous sommes quittés au petit matin. J'avais une promesse à tenir et il me restait bien des chemins à parcourir. Les cheveux rouges au vent, j'ai traversé des tableaux de Van Gogh, en plus beau. On cheminait sous la grêle, on festoyait dans les maïs, on somnolait dans l'herbe tiède, on rêvait sous les étoiles. Les oiseaux pour réveil matin, les rivières pour salle de bain, le monde entier nous appartenait. Il me restait 2 $ oubliés au fond de ma musette. J'en ai fait des ricochets sur la plate rêve. Poussés par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés, le dos aux rocheuses, les chevilles gonflées et le pouce pointé vers le ciel. Voyageurs de commerce, stalettes de supermarchés et chefs indiens déplumés se sont succédés jusqu'au crépuscule. Nous étions à proximité du cheval de fer, mais j'étais bien trop fourbu pour aller plus loin. Nous avons passé la nuit dans la carcasse d'une Chevrolet 1935. Mon année, j'étais quand même en meilleur état. Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme oreiller, je me suis assoupi en regardant défiler les vaches. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était là, telle qu'il l'avait rêvée. Il ne fallut pas 100 pas à Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. Oregon en Oregon, j'ai tenu ma promesse. Dans le matin blanc, je partirai le cœur léger et la tête libre. Voilà ce texte d'une exclusion sociale, texte de 2 exclusions, de 2 émancipations. L'un va retrouver la liberté et l'autre va s'enfoncer dans cette forêt enneigée. Dispositif dans un CE, un cours élémentaire. D'abord le regard sur la première de couverture. Alors simplement la maîtresse a collecté des anticipations en regard croisé. C'est-à-dire qu'elle avait séparé sa classe en 2 groupes. Et il y avait un groupe qui regardait et commentait la première de couverture, pendant que l'autre était occupé à des exercices d'entraînement. Et puis ensuite, c'est le second groupe qui a regardé la première de couverture. Voilà. Et si bien que le lendemain, elle est venue avec 2 affiches. Une affiche des remarques qu'avait faites le premier groupe et une affiche des remarques qu'avait faites le second groupe. Et ça a été très productif parce que les enfants ont tout de suite ils se sont remémorés bien sûr ce qu'ils avaient dit la veille, mais ils ont tout de suite été attentifs à ce qu'avaient dit les camarades. Et dans ce qu'avaient dit les camarades, eh bien, il y avait des commentaires à faire, non seulement sur la couverture qu'ils avaient vue, mais aussi sur ce que les autres avaient dit. Et très vite, les enfants ont dégagé qu'il y avait des choses dont on était sûr, des choses dont on est sûr, des choses on s'y attend, et des choses qui sont des questions, on se demande, on n'est pas très sûr. Il y avait en particulier une petite fille qui avait dit « mais la première de couverture, cette image de la première de couverture, on va le retrouver à l'intérieur du livre. On en est sûr. » Et il dit « mais pourquoi tu en es sûr ?»« Mais parce que c'est toujours comme ça. » Et puis, ben non, c'est pas toujours comme ça. Mais donc finalement, on s'y attend, mais c'est pas très sûr. Ils n'ont pas été déçus quand ils ont vu que l'image était inversée. Du coup, la maîtresse a fait un peu de sémiotique de l'image, hein, sur l'orientation des images par rapport au sens de la lecture. Ensuite, une découverte progressive du texte et des illustrations. Sans la dernière, la maîtresse avait mis des grosses pinces à dessin de façon à ce que les enfants voient bien qu'il y avait quelque chose qui était dissimulé, que la dernière image était dissimulée. Et à l'occasion de cette découverte, résolution de toutes sortes de problèmes de compréhension qui ne manquaient pas pour une classe de CE1. Et puis ensuite,
découverte de la dernière image. Et c'est autour de cette dernière image qu'a eu lieu un débat d'interprétation, un des plus beaux auxquels j'ai pu assister. Alors, est-ce qu'il retrouve Blanche-Neige? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une des questions des élèves. Est-ce qu'il allait retrouver Blanche-Neige? Elle doit être là derrière un arbre, mais on ne la voit pas. Elle peut bien y être, qu'on ne la voit pas. Elle ne se montre pas. Certains pensent qu'on ne la voit pas, mais qu'elle est là. Et les autres, tout le monde pense pareil? Moi, je sais pas, mais comme c'est un nain. Et alors? Eh ben, c'est un nain, alors il doit avoir Blanche-Neige. Ah, tu penses à Blanche-Neige et les 7 nains, c'est ça? Maîtresse a tout petit peu déstabilisée, elle n'avait pas anticipé la chose. Oui, oui, c'est bien possible, après tout. Mais on ne nous dit jamais qu'il a déjà vu Blanche-Neige, on ne nous dit jamais que c'est un des 7 nains. Mais c'est écrit, peut-être je retrouverai Blanche-Neige. Retrouver, c'est bien qu'il l'avait déjà vu. Sauf que dans le texte, il n'est pas écrit retrouver, il est écrit rencontrer. Peut-être je rencontrerai Blanche-Neige. Mais ça, personne ne s'en est aperçu. C'est une illusion de lecture que personne n'a relevée. N'empêche, la neige, elle est blanche. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il voulait voir Blanche-Neige, et là, il y a de la neige, elle est blanche. Peut-être c'est une expression. Et alors, il ne retrouverait pas vraiment Blanche-Neige? Là, c'est son nez. Oui, la neige, ça fait comme son masque blanc. Il aurait laissé son nez par terre. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien oui, il avait dit, il me colle à la peau, ce n'est pas facile d'être nain. Là, c'est comme si c'était tout décollé. Ah oui, il a dit, je partirai la tête libre. Mais ça veut dire qu'il pense à rien, qu'il n'a pas de soucis seulement. Mais peut-être que c'est encore une expression. Ça dirait qu'il pense à rien, et en même temps, ça dirait qu'il a plus son masque. Aline, elle se souvenait de la rencontre avec Spike. Peut-être qu'on pourrait relire le passage pour bien s'en souvenir. Dès l'aube, on s'est fait prendre en stop, nous étions de la même famille, etc. Alors, est-ce que c'est possible que maintenant, à la fin, il enlève son masque? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne comprend pas bien, s'il collait, pourquoi il ne colle plus? Ça peut pas, mais c'est pas ça. Ça veut seulement dire qu'il ne voulait pas l'enlever. Ah, toi, tu comprends comme ça, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Mais c'est une histoire de racisme. Hein? Explique-nous. Ben oui. Enfin, est-ce que tu peux nous relire donc la maîtresse relit. Tu vois, l'autre lui dit que c'est pas facile. Alors il lui répond que pour lui aussi, c'est pas facile. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Ce n'est pas facile d'être nain. Est-ce que tu crois vraiment que c'est facile d'être noir? Si je lui dis comme ça, est-ce que ça t'aide? Ah oui, comme ça, on comprend. Mais il est noir, c'est un noir. Oui, regarde sur l'image. On ne voit pas bien sur l'image. C'est bien ce que je disais, c'est une histoire de racisme. Oui, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Moi, j'ai lu qu'en Amérique, ils étaient très racistes. Ah oui, à la télé, l'autre jour, on voyait, ils se battaient. Et puis, là, un peu de désordre. Bon, je vois que vous savez tous ce que c'est que le racisme. C'est pareil qu'il trouve que la vie, c'est pas facile. Et Oregon, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Est-ce que sa vie est facile? Il voulait partir, oh non, il était dans une cage. Bon, et Duke, est-ce qu'il trouve sa vie facile? Ah ben non, on l'a dit, il voulait retrouver Blanche-Neige. Il n'y a rien d'autre qui nous l'indique, il avait le trac. Il n'avait pas eu d'ours en peluche. Est-ce qu'il avait été heureux quand il était petit? Qu'est-ce que ça nous indique, ça, qu'il n'avait pas eu d'ours en peluche? Moi, il y a ça, je ne comprends pas très bien. Blotti derrière le rideau rouge, je perds des bons tracs et retrouver l'enfance. Qui peut lui expliquer? Ben, il regardait l'ours qui faisait son vélo, c'était son numéro, alors il avait plus peur. Mais ça, j'ai bien compris. Mais pourquoi il retrouve l'enfance? Retrouver, c'est le même mot, il l'avait déjà vu. Dites-moi, les enfants, est-ce que vous aimez le cirque? Oui. Peut-être c'est qu'il devient, ça lui fait plaisir de voir son copain l'ours sur son petit vélo. Il devient comme quand il était petit, quand il était un enfant. Mais alors, quand il veut retrouver Blanche-Neige, c'est pareil. Explique-toi bien pour que tout le monde entende bien. Eh bien, quand Duke est derrière le rideau, il dit qu'il retrouvait l'enfance et qu'il n'avait plus peur. Après, il dit qu'il veut retrouver Blanche-Neige. Mais on sait bien qu'elle n'existe pas, Blanche-Neige. Et lui aussi, il le sait. C'est juste comme ça pour dire qu'il retrouverait l'enfance. Mais on nous dit qu'il partira à la tête libre. Tu perds ton idée, va d'abord au bout de ce que tu voulais dire. Oui, alors, quand il dit que c'est comme dans les livres pour enfants, peut-être que c'est pas vrai, qu'il n'a pas entendu l'ours parler. Il a juste compris. Mais il a fait comme s'il retrouvait l'enfance. C'est fort ça, hein?
euh, quand la classe arrive à une espèce d'intensité de réflexion cognitive, il y en a un en maternelle, il dit « moi je veux faire pipi », ou ils introduisent les mamans dans le circuit. Euh, là voilà, dire c'est fort, ça, c'est bon, c'est une façon de dire, on arrête là, stop. Euh, Trajet assez remarquable de ces enfants, hein, de ces jeunes enfants, hein, qui s'appuient, vous voyez, qui s'appuient sur leur connaissance de Blanche-Neige, de leur connaissance de ce qu'est une expression, de tout cela. Euh, et juste, je vous remontre, hein, vous voyez comment peu à peu, ça devient un dialogue entre l'enfant 6 et l'enfant 9. Et juste, il y a une dimension sociale importante dans cette affaire. L'enfant 6 est la bonne élève. L'enfant 9, Joseph, il était, comment dire, c'est un enfant qui lui est extrêmement difficile de rester en place. Donc il a une place particulière dans la classe et il a le droit de se lever, de circuler quand il ne supporte plus d'être assis à sa table. Et du coup, ses apprentissages sont un peu fragiles et il annonce beaucoup, il a une lecture extrêmement difficile et c'est lui qui demande à la maîtresse plusieurs fois de lire. Voilà. Il a des raisons personnelles, sans doute, d'être attentif à cette forme d'exclusion, hein, quand il dit c'est une histoire de racisme. Alors, la maîtresse là fait le pari d'un dispositif où les enfants sont à l'origine des questionnements. Et elle ne sait pas trop où ça va aller, comment ça va aller. C'est une forme de pari d'être au travail avec les élèves. Ensuite, une posture de la maîtresse qui est assez remarquable, une assez grande réserve, hein, elle valide, elle n'invalide pas grand-chose, mais il y a aussi des gestes professionnels qui fait qu'elle peut amplifier la parole des élèves. Hein. Elle demande « est-ce que vous aimez le cirque ?» à partir du moment où il est question d'une enfance malheureuse, de retrouver l'enfance. Voilà, elle soutient en quelque sorte la pensée des élèves, elle pousse les élèves à penser un peu plus loin. Et puis donc, rôle des interactions sociales, hein, importantes, cette lecture des autres, ces regards croisés, le fait d'être à la fois lecteur, soi-même directement de l'œuvre, mais être aussi lecteur de la lecture de ses camarades. Hein. Cette rivalité entre l'enfant 6 et l'enfant 9, où l'enfant 6 va aussi plus loin parce que tout d'un coup, c'est Joseph qui va lui contester le leadership alors qu'il ne sait pas lire. Donc il faut bien qu'elle manifeste quand même que c'est elle la bonne élève. Et puis, voilà, le positionnement de cet élève qui prend la parole de façon un peu solennelle, hein, c'est une histoire de racisme. Et puis, rôle du temps d'assimilation. Parce que après cette séance-là, la maîtresse avait prévu encore une autre séance. Puis, elle s'est dit, c'est pas la peine, étant donné ce qui s'est passé. Mais il fallait faire une fin. Donc, elle a proposé 3 reformulations des 3 interprétations qui avaient eu lieu, et elle a proposé aux élèves de prendre la responsabilité chacun de l'interprétation qu'ils préféraient. Et voilà ce que ça donne. Et vous allez voir, ce même dispositif, ces mêmes choix, a été proposé 4 mois plus tard, parce que les enfants, pour une autre activité, avaient été amenés à relire cette même histoire. Alors les 3 reformulations, c'est on ne voit pas Blanche-Neige, mais elle doit être derrière les arbres. C'était la première qui apparaissait, hein, dans la séance. Une autre, Duke ne rencontre pas Blanche-Neige, mais il y a de la neige et elle est blanche. C'est une expression de l'auteur. Et puis la troisième, quand Duke disait qu'il voulait voir Blanche-Neige, en fait, ça voulait dire qu'il voulait retrouver son enfance. Le lendemain de cette séance, 15 élèves sur 26 optent pour la formule A, la plus enfantine, on dirait, de notre point de vue d'adulte. 7 proposent la plus artificielle, il y a la neige et elle est blanche, ce jeu de mots, et 4 seulement adoptent la plus fine, hein, cette idée de Blanche-Neige, que Blanche-Neige est une icône de l'enfance réparée. 4 mois plus tard, le paysage a totalement changé.
il n'y a plus que 2 élèves qui pensent que Blanche-Neige est cachée, et tous les autres ont assimilé peu à peu, se sont accoutumés, assimilés l'idée que Blanche-Neige était une icône de l'enfance. Voilà, il ne faut pas négliger ce rôle du temps. Il est assez rare dans les classes qu'on revienne comme cela plusieurs mois plus tard autour de... Voilà. Alors, une figure du dépêtrement, les élèves se déprennent d'une lecture strictement dominée par la saisie d'une intrigue explicite. Ils accèdent à une lecture autrement plus complexe. Ils font des inférences autour de l'enfance malheureuse, l'histoire de la peluche, l'histoire de Blanche-Neige, etc. Ils font des hypothèses sur ce que cela veut dire et pas simplement sur ce que ça dit. Et puis, ils assument une espèce de responsabilité du lecteur. Voilà. Choisir telle ou telle interprétation, c'est d'une certaine manière se situer dans l'espace de la classe, c'est prendre la responsabilité de quelque chose. Et puis un enjeu social fort dans cette classe. L'œuvre est devenue une référence de la classe. Elle a été lue et relue, réempruntée très très souvent. Mon livre est dans très mauvais état et il y avait plusieurs exemplaires. Et puis bien sûr, il y a Joseph a eu l'enfant neuf a eu un rôle très différent dans la classe après ce moment-là. Et puis la référence à Blanche-Neige, c'est devenu le symbole d'être petit. Tu veux revoir Blanche-Neige. Vous voyez, ce genre de formule. Troisième histoire. L'empêtrement dans le charme de la langue et dans le charme de sa propre activité de lecteur, où on peut être saisi d'intérêt pour sa propre activité. Et puis un dépêtrement par la projection sur la vie réelle. Alors là, il s'agit des petits bonhommes sur le carreau. Alors là, non seulement les images vont être floues, mais en plus un peu scandaleuses, parce que je n'ai pas réussi à respecter les doubles pages. Si je tiens l'endroit, c'est mieux. Le livre est constitué comme cela, voilà, d'une alternance, et à chaque fois c'est sur la double page. Voilà, alors mon travail de scanner a été encore pire. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, remarque liminaire, ce travail a été fait dans une petite école constituée de 2 classes, un CE1 et un CE2, une classe de CE1, CE2, une classe de CM1, CM2. Et le travail de préparation a été fait en commun et les classes ont vécu le même dispositif. Voilà, les petits bonhommes sur le carreau. Donc je vous lis le texte. Un enfant regarde par la fenêtre, dans la rue, la nuit. Dans la buée de la fenêtre, du côté où il fait chaud, il y a un petit bonhomme sur le carreau, côté recto. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout des doigts, il a des yeux, mais il ne voit pas. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il y a des tas de petits bonshommes. Des petits bonshommes sur le carreau, sur la paille et dans la misère, côté verso. Ce n'est qu'un petit bonhomme dans la buée, sur le carreau, il a une bouche, mais il ne parle pas. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, les petits bonshommes sur le carreau ouvrent la bouche quand il faut parler, mais il n'en sort que de la fumée. Il fait si froid de ce côté-là, côté verso. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout des doigts, il sourit jusqu'à ses oreilles, mais il n'entend pas. De l'autre côté de la fenêtre et du côté où il fait froid, les petits bonshommes murmurent, ils parlent devant les murs qui n'ont pas d'oreilles, devant le soupirail, et écoutent les bouches d'égout qui restent muettes. Ce n'est qu'un petit bonhomme dans la buée, sur le carreau, il lève les bras, il est heureux, mais il ne le sait pas.
De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, les petits bonshommes qui sont sur le carreau baissent les bras, se cachent la face et tournent le dos. C'est le revers, c'est la misère, c'est le côté verso. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout des doigts, il a une tête mais il ne le sait pas. De l'autre côté de la fenêtre, côté verso, vivent les petits bonshommes dans la rue qui n'est pas un bon endroit, mais c'est leur unique berceau du côté où il fait froid. Un petit bonhomme à la fenêtre est né sous une bonne étoile. D'une trace de doigt dans la buée sur le carreau, il a de la chance, mais il ne le sait pas. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il y a des tas de petits bonshommes qui s'endorment et qui rêvent à la belle étoile entre les poubelles sur le carreau. Un tout petit bonhomme dessiné du bout des doigts dans la buée sur la fenêtre, côté recto, qui a une tête, des oreilles et une bouche, des yeux et des bras. Il a même un cœur, mais il ne le sait pas. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il ne fait pas chaud, il y a un tas de petits bonshommes qui vivent par terre, pétrifiés par le froid jusqu'au bout des doigts. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout des doigts sur le carreau, côté recto. Mais il sera du côté où il fait froid, côté verso, dès qu'on tirera le rideau, et il ne le sait pas. Rideau. Voilà la 4e de couverture. Et voilà le tapuscrit comme on l'avait présenté aux élèves. Hein, c'est voilà, en respectant côté verso, côté recto. Hein, voilà. Alors, des difficultés de lecture prévisibles. Et c'est déjà pour le CM, mais déjà encore plus pour le CE. Des difficultés prévisibles autour de la question du lexique. Voilà, bien sûr, de toutes ces expressions toutes faites, ces expressions localisées, plus ou moins prises au pied de la lettre. Voilà. Et voilà les expressions qui ont été travaillées. Et puis, un support d'identification problématique. Hein. Il n'y a pas vraiment de personnage, c'est pas vraiment une histoire, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de temporalité, il y a juste disposition recto-verso. Un bonhomme dessiné qui ne voit pas, mais qui donne à voir, qui laisse voir au-delà de la buée. Et c'est un truchement entre la source de la perception, le dessinateur, le lecteur, et l'objet perçu, le SDF. Hein, on voit à travers le bonhomme. Alors ce bonhomme sur le carreau, c'est une métaphore, mais métaphore du dessinateur, métaphore du lecteur qui voit quand même les SDF, métaphore des SDF eux-mêmes à partir du moment où ils risquent de passer du côté du froid. Et puis la complexité technique de la compréhension de cette histoire de rideau. Hein. Et il a fallu là inventer, voilà ce que présente le livre. Hein. Il y a un côté recto, il y a un côté verso. Hein, l'enfant dessinateur d'un côté, les SDF de l'autre, et puis il y a l'espace où il y a le bonhomme, et qui est entre le rideau et la fenêtre. Voilà comment tout le début du texte, on est du côté, enfin il y a un côté chaud et un côté froid, et c'est le bonhomme qui fait la frontière. Et puis, à la dernière page, c'est le rideau qui fait la frontière. Il a fallu un peu de temps pour démêler les choses avec les enfants. Hein. Et curieusement, c'est finalement les élèves de CE qui ont compris le plus vite cette histoire-là. Donc un dispositif en parallèle, en CE et en CM. 3 séances. Une séance de travail sur le lexique, en particulier le bonhomme, l'idée de carreau, l'idée des murs ont des oreilles, la question de la bonne étoile, et sous les étoiles, voilà, et d'autres encore. Découverte du corps du texte, mais silence sur la première page. Il n'est rien dit, il n'y a pas, l'enfant dessine un bonhomme sur la fenêtre. Pourquoi ? C'était pour à la fois que soit au travail la question de savoir qui perçoit, hein, et puis la question combien il y a de personnages, de façon à amener les élèves à, comment dire, à s'identifier à la conscience qui perçoit. Hein, voilà. Et puis ensuite, dernière séance autour de la clôture, hein, le rideau.
cette question du rideau, et puis ce débat. Et puis, il y a eu un petit épisode supplémentaire qui était lié au retour de la récréation. Car il y a eu débat entre CE et CM au moment de la récréation. Alors, identifier le nombre de personnages. Les CE, d'abord des hypothèses qui ont été très flottantes, plusieurs bonhommes sur la vitre, etc. etc. Ça n'est que progressivement et rétrospectivement que les enfants ont compris qu'il y avait un dessinateur du bonhomme sur la fenêtre. Alors qu'en CM, ça s'est allé assez vite. Premier moment, ce bonhomme truchement d'une vision, une métaphore du lecteur, d'un lecteur. Voilà comment ça se passe au CE. Bon, d'accord, il ne voit pas le bonhomme sur la fenêtre. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Mais il y avait Max hier qui disait « on voit des rochers ». Est-ce que c'était des rochers d'ailleurs? Max, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Ben non, ce n'était pas des rochers, c'est les bonhommes, c'est les peaux, voilà. Mais oui, mais et quoi? On disait qu'ils étaient en pâte à modeler ou en terre. Oui, alors j'ai cru que c'était des rochers. Oui, oui, quand on regarde à travers le bonhomme, on voit pas très bien, on devine seulement. Alors c'est une petite question, cette question de la matière, en quoi c'est fait. Et en même temps, hein, ça active ce processus de perception. Oh, c'est drôle ça, le bonhomme, il ne voit pas, mais on peut voir à travers. Et vous voyez comment Elsa, elle passe de cette question-là à la question de la perception. Polo, c'est peut-être pour ça qu'on a dessiné, pour voir à travers. Ça, je ne crois pas, c'est nous qu'on voit à travers. Mais c'est aussi celui-là qui l'a dessiné. Et c'est qui l'a dessiné, à ton avis? Un enfant, c'est un enfant qui s'ennuyait. Ou c'est peut-être les bonhommes dehors, ils s'ennuient eux aussi. C'est eux qui s'ennuient. Et vous voyez comment les enfants, ils ont du mal à se sortir d'une logique qui serait interne à l'histoire. Ça serait les SDF qui auraient dessiné. La question de la vraisemblance, évidemment, n'est pas prioritaire. Hein. La priorité, c'est de tenir cette histoire à distance, en quelque sorte. Hein, que ça se passe à l'intérieur de l'intrigue. Alors, après dévoilement de la clôture, hein, après cette histoire de rideau, et que les enfants ont eu la première phrase de l'enfant qui observe par la fenêtre et qui dessine un bonhomme. Eh bien là, ça donne la solution, ça donne complètement la solution, là. Ça donne la solution à quoi, Mathéo? C'était quoi le problème? Eh bien, ce qu'on se demandait là, qui c'est le on? Là, voilà, c'est le petit garçon. Oui, tu penses que c'est l'enfant. On avait dit quoi? C'était quoi nos idées? On avait dit d'autres choses encore. On avait dit peut-être que c'était nous, que c'était les lecteurs, nous, quoi. En fait, on avait dit recto verso. Quand on tourne les pages, eh bien, et qu'on voit derrière le bonhomme, recto verso, ça se dit bien pour les pages, hein? Oui, recto verso, ça se dit surtout pour les pages, tu as raison. Va jusqu'au bout de ton idée, Tim, vas-y. Eh bien, quand il dit rideau, c'est qu'on tourne la page, c'est qu'on ferme le livre. Mais si c'est qu'on ferme le livre, pourquoi qu'il serait du côté du froid, le bonhomme? Oui, dans le livre, dans l'histoire, on comprend bien, c'est le rideau qui protège du froid. Mais si si c'est nous qu'on ferme le rideau, si c'est nous les lecteurs, on avait dit que ça existait pour de vrais gens comme ça, les SDF. Oui, on avait dit ça. Alors, ça fait quoi ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, le bonhomme, il peut devenir comme ça, SDF, s'il n'a pas de chance. Parce qu'il ne sait rien, lui, il ne peut rien faire. Ben oui, c'est juste un personnage, tu renfermes le livre, il n'existe plus. En CM, on va retrouver ce même débat sur qui tire le rideau et qu'est-ce qui se passe autour de... Voilà, qu'est-ce que ça touche dans la compréhension, le fait de fermer le livre, de tirer le rideau. Alors, à votre avis, c'est qui tire le rideau? C'est qui le on qui tire le rideau? Eh bien, c'est le narrateur. C'est le narrateur? Ben non, c'est nous qu'on tire le rideau. Oui, lui, il pense que c'est nous. C'est nous qui allons tirer le rideau. Lui, il pense qu'on a dessiné le bonhomme. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on tire le rideau, nous, les lecteurs? Eh bien, on est en train de tuer le bonhomme. En fait, on ne le tue pas, mais on est en train de le faire disparaître. On le fait disparaître et on fait disparaître quoi aussi? On ferme le livre, quoi. C'est comme si on était dedans, dans l'album. Ça nous donne l'impression qu'on est dans l'album. Ok, ça veut dire qu'on se sent concerné alors. Ben, le lecteur, on ferme le livre et puis voilà.
est-ce que quand on a lu le livre, ça nous fait penser à des choses, nous lecteurs? Ou bien est-ce qu'on a lu l'histoire, on ferme le livre, on range le livre et voilà? Ah non, non. Alors toi, ça te fait penser à quoi ça te fait penser? Eh bien, hier, tu nous as montré une photo, je ne sais plus ce que c'est. Eh bien, le petit bonhomme, il a une larme sur le côté. Hein, hein. Et pourquoi est-ce qu'il a une larme là? Parce qu'il pense... Non, non, parce qu'on doit être en train de tirer le rideau. Non, mais là, c'est avant qu'on ait tiré le rideau, c'est avant. Hein. Mais c'est pas possible parce qu'il ne voit pas. Ben justement, s'il ne voit pas, alors c'est qui voit? Ben c'est celui qui a fait le bonhomme. Et c'est qui a fait le bonhomme? C'est on qui a fait le bonhomme. Alors si c'est on, ben si c'est on, c'est un peu nous quand même. Ah, c'est un peu nous qu'on l'a créé l'histoire. Ben on s'est mis un peu dans l'histoire. Oui, c'est comme dans les histoires, on s'y croit quoi. Oui, mais dans certaines plus que d'autres. Oui, parce qu'on ne sait pas qui a dessiné le bonhomme. Alors il faut que ce soit nous. Moi, ben non, c'est moi le narrateur. C'est pas nous, c'est parce que tout ça, c'est pour de faux quand même. C'est le narrateur. Oui, mais c'est un peu fait exprès, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui est fait exprès? Ben, c'est fait exprès. On lui a fait une larme au bonhomme pour que nous, ben, on ait aussi une larme, non? Ouais, ouais. Mais nous, on peut ouvrir la fenêtre, non? Ça s'ouvre, une fenêtre. Et alors, le retour après la récréation. Mathéo, qui est un élève de cours élémentaire. Et pourquoi vous dites bons hommes? Et nous qu'on dit bonhomme? Vous dites les bons hommes, et nous on dit plutôt les bonhommes. Qu'est-ce que c'est qu'il faut dire? C'est de ça que vous avez parlé. Ben, en fait, les deux existent. En fait, on peut dire l'un ou on peut dire l'autre. Aussi, avec Marie, on a réfléchi, avec Pierre aussi. Dans la langue des grands, on dit plutôt les bons hommes. Et c'est souvent les enfants qui disent bonhomme. Et ils font des bonhommes quand ils sont petits. Alors avec Marie, on s'est dit qu'on allait dire bonhomme pour ceux qui sont sur la fenêtre, ceux qu'on dessine, et qu'on allait dire bons hommes pour ceux qui sont dans la rue, les vrais gens. Alors, c'est pour les respecter que vous les appelez bons hommes, c'est ça? Oui, si tu veux. Ah ben, je comprends. Si tu nous as fait lire ce livre, bah, c'est pour que nous aussi, on les respecte. Hein. Et en CM, le retour était plus sobre, il laissait juste les souvenirs de la maîtresse. Même question de la prononciation du pluriel. Hein. Une question de pourquoi tu nous as fait lire ce livre? Est-ce que tu as peur qu'on ne trouve pas de travail, qu'on soit pauvre? Et puis ensuite, donc une discussion sur les SDF qu'il n'y a pas à Chana, mais qu'on peut rencontrer à Clermont. Mais cette relation directe. Alors, là, il y a des élèves qui sont très enrôlés par un dispositif un peu ingénieux d'avoir supprimé le narrateur au départ. Il y a aussi la puissance de cette métaphore. Hein. Je vous disais, un empêtrement dans une espèce de narcissisme par rapport à soi en train de travailler sa propre lecture. Et toute la question de ce on qui est le narrateur, qui n'est pas le narrateur, voilà. Il y a un véritable empêtrement là-dedans. Ce qui me faisait penser à cette formule de Ricoeur, où la métaphore, c'est pas l'écart lui-même, c'est la réduction de l'écart, c'est le travail que fait le lecteur pour réduire cet écart. Et puis, cette activité des élèves pour surplomber l'activité de lecture, pour tenir en respect le souci de l'intrigue. Et finalement, si les élèves se dépêtrent, c'est parce qu'ils repèrent l'adulte comme un médiateur qui donne l'œuvre à lire, et que la lecture, ça devient une relation entre les élèves et le maître. Et que où les élèves font l'hypothèse que le livre a une valeur éducative pour le maître et que lire le livre, c'est être en relation avec le maître. C'est être en relation avec le maître, mais c'est aussi mettre en relation le monde fictif et le monde réel, le monde des SDF qu'on rencontre à Clermont. Voilà, et je trouve intéressant cette histoire-là parce que ça touche la langue des élèves eux-mêmes où ils s'interrogent, mais est-ce qu'il faut dire bonhomme, est-ce qu'il faut dire bons hommes? C'est la langue, elle dit quoi? C'est quoi qui est juste? Voilà, et les deux sont justes. Alors, est-ce qu'il me reste le temps d'un quatrième cas de figure? Quatrième cas de figure, qui est sans doute le plus fin.
l'empêtrement dans l'ironie à propos de cet album magnifique qui s'appelle L'Ogre de Karim Rissouni Desmigneux. Voici la première de couverture. La page de garde qu'on retrouvera parce que c'est le papier peint du logement de l'Ogre. La page de titre. Au 4e étage, Monsieur Richard monte le son. Au 3e, Isabelle dort la fenêtre ouverte. J'habite au 9e étage. Au rez-de-chaussée vit un ogre. Personne ne l'a jamais vu. Juste son ombre derrière les rideaux et sa silhouette quand il part le soir se promener sur un banc loin des réverbères. Même du 9e, même la nuit, on voit qu'il n'est pas gros, il est énorme. Ses bras reposent à l'horizontale sur son ventre comme un dirigeable. Il reste des heures dans le noir et le froid, il regarde les fenêtres s'éteindre une à une pour les chambres et les cuisines, 2 à 2 pour les séjours. Dans notre immeuble, les salles de bain n'ont pas de fenêtres. Puis je vois l'énorme masse bouger, l'ogre se lève et s'efface dans l'obscurité. La journée, on sonne à sa porte. On jette des cailloux contre sa fenêtre, on se fait peur et on chante « L'ogre, l'ogre ». Accoudé à son balcon, Monsieur Richard nous gronde. Il nous connaît, mais il ne sait pas prononcer nos prénoms. Les mains pleines de courses, Madame Banjoun nous crie en arabe « Laissez-le tranquille ». Sa bouche aux dents dorées veut garder son sérieux, mais ses yeux rient avec nous. Aujourd'hui, le jeu consiste à plaquer nos visages contre la vitre de l'ogre. J'ai tenu 12 secondes avant de hurler. Derrière le rideau, sur le canapé, quelque chose a bougé. Les ciseaux. Au supermarché, personne n'a jamais vu l'ogre. Tous les mardis après-midi, on lui livre de la nourriture. Au bar tabac, M. Fouking a vu l'ogre, mais c'était la nuit et de loin. Ça ne compte pas. Quand on le questionne, M. Richard nous dit d'arrêter avec nos bêtises. Un gros? Nous, on sait que ce n'est pas un gros, c'est un ogre. Un gros, c'est Minoun. Il ne pleure plus, Mimoun, quand on l'appelle le gros. Il court avec nous en transpirant, il arrive le dernier, mais il arrive toujours. L'ogre ne court pas. Il marche lentement, d'abord le pied droit, puis après le gauche. Il s'arrête souvent, et si dans la nuit je ne vois pas ses yeux, je sais qu'il tourne la tête à droite, puis à gauche, comme s'il cherchait quelque chose. Dans ma chambre, j'ai changé les meubles de place, mon bureau près de la porte et mon lit sous ma fenêtre. Toutes les lumières éteintes, avec mes jumelles, je regarde l'ogre sortir dans la cour endormi. À droite, puis à gauche, il n'y a personne. Aussi vite qu'il peut, c'est-à-dire très lentement, il traverse la lumière pour s'enfoncer dans la pénombre. Il porte un sac qui, sur son dos formidable, ressemble à un jouet. Entre ses doigts, quelque chose qui brille, qui m'empêche de dormir. Le lendemain, chose extraordinaire, l'ogre regarde la télé comme s'il était sourd. Même M. Richard, au 4e, s'exclame que c'est incroyable. Dans l'escalier, chacun ouvre la porte et tente de se faire entendre. La télé de l'ogre hurle encore plus fort. Finalement, tous se frappent à la porte, la télé s'arrête et le père Douroumé croit entendre un murmure. Du palier du premier étage où nous nous sommes réfugiés, nous crions que c'est un piège. Quand la télé repart de plus belle, dans un bruit de crissement de pneus, à nouveau le silence, suivi d'un coup de tonnerre et le silence encore. Enfin, le concierge arrive avec la clé. Il entre sans prudence dans la chambre de l'ogre, suivi de tous les hommes rassemblés. L'événement a réuni tous les habitants de l'immeuble qui prennent l'apéritif autour des bancs. L'ogre était malade sans pouvoir ni bouger, ni crier, ni même téléphoner. J'ai vu les pompiers l'emmener. Ils étaient 10 à le porter. L'ogre tenait encore dans sa main crispée la télécommande de sa télé. Maintenant, les adultes ne parlent plus que de l'ogre, mais de la chaleur de l'été. Nous plaquons nos visages aux fenêtres, mais toujours les rideaux nous empêchent de bien distinguer. Nous nous approchons de la porte et Mimoun dit en crânant « Je vais entrer dans la maison de l'ogre ». Mais avant de poser la main sur la poignée, il s'enfuit en courant et les autres partent se réfugier dans les étages. Je reste seul. La porte est ouverte.
Dans la maison de l'ogre, le frigo n'est pas plus gros que chez nous. Mais son lit est dans le séjour et les chambres sont des bureaux meublés d'immenses tables. Comme les murs, ces tables sont recouvertes de photos et de ciseaux pour les découper. L'ogre écrit sur ces photos de notre immeuble, prises dans la nuit, mêlées à d'autres de l'appartement, prises le jour. Il y a des photos étranges où l'on ne reconnaît rien, des dessins qu'il découpe. Regarde, me dit Hassan, que je n'ai pas entendu entrer. C'est la photo de toi derrière le rideau, le nez collé à la fenêtre. Il y a aussi un gros cahier intitulé « L'ogre ». J'attire votre attention sur le dessin qui est en bas à droite, où vous voyez 2 silhouettes d'enfants et des ailes de papillons. Il m'appelle l'ogre, je suis l'ogre. Pour les enfants et les parents, je suis devenu l'ogre. Devenir l'ogre est la plus belle chose qui me soit arrivée. Les enfants ne se moquent plus de moi, ils ont peur. Ils ont peur car pour eux j'existe. Et même si pour exister, je ne dois plus sortir que la nuit, je veux à jamais rester l'ogre, celui qui terrifie les enfants. J'aime cette peur que j'inflige, car sitôt après, ce sont leurs rires que j'entends. Comme moi, ils savent que l'ogre est un jeu que nous jouons sérieusement. Je suis l'ogre. L'ogre est mort, et nous avons tous appris qu'il était un artiste. Des journalistes sont venus filmer notre immeuble, qui est, paraît-il, connu dans le monde entier. Ils nous ont montré ses dernières œuvres, qui étaient des photos de la cité, nos corps flous qui jouaient. Il y avait aussi des films, des textes qu'il signait l'ogre. À l'école, on nous a demandé de parler de lui. J'ai dit que je ne savais rien, en serrant contre moi le cahier volé. Sans l'ogre, nous ne sommes plus des enfants. Alors, dispositif dans un CM2. D'abord, l'observation de la première de couverture. Un gros des ciseaux, un chapeau, une mouclade. Voilà. Découverte de quelques illustrations. On repère la technique de découpage. Les enfants sont impressionnés par ces illustrations. Lecture d'une traite, sans la dernière phrase, mais lecture d'une traite, parce que ce texte, cet album... engage émotionnellement assez fortement. À partir du tapuscrit, les élèves ont fait le plan du quartier et ils ont fait la liste des méfaits de l'enfant, tirer la sonnette, regarder par la fenêtre, enfin, bref, et la maîtresse introduit le mot de harcèlement. Et puis un débat pour comprendre la dernière phrase. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je ne vais peut-être pas tout lire. En même temps, c'est comme souvent, la réflexion enfantine, elle est un peu spiralaire, et donc on revient sur des choses, etc. Ce qu'il y a il faut que je retrouve la fin, que je vous lise au moins ce que dit Damien. Ouais, voilà. Les enfants ont dit, mais ont repéré que finalement ça ne faisait pas si peur que ça, qu'on joue à se faire peur. Hein. Charlie, voilà, c'est sur la couverture, on voit bien les ciseaux. Charlie dit, oui, mais les ciseaux, ça fait peur. Et oui, mais le maître répond tout à fait en bas de la diapo, oui, mais est-ce qu'il a vu, lui, la couverture? Alors réfléchis, c'est nous qui l'avons vu, pas le personnage. Ouais, alors Damien, ouais, on avait déjà dit ça, que c'est les images qui font peur, parce que les images, hein, c'est rien qu'un pauvre gros qui meurt devant sa télé et les enfants qui l'embêtent. Oui, toi tu avais déjà dit ça, tu nous avais déjà dit que tu ne trouvais pas cette histoire très intéressante. Mais cette phrase, la dernière, sans l'ogre, on n'est plus des enfants, eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ils ont perdu leur jouet. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand il dit « je suis l'ogre ». Oui, t'en penses quoi? Ben, il dit ça, mais il le sait bien qu'il n'est pas un ogre. Oui, toi, tu dis que c'est un pauvre gros. Mais tu penses que ça lui plaît d'être un pauvre gros? Bah, sûrement que non. Moi, je pense peut-être qu'il préfère un faux ogre qu'un gros. Un faux ogre,
Ben oui, en fait, comme dit Damien, c'est un gros, mais il préfère jouer et être ogre. C'est pour ça qu'il ne sort plus que la nuit. Il préfère qu'on pense que... Enfin, il préfère que les enfants pensent que c'est un ogre. Damien, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce que pense Hugo? Oui. Quoi, oui. L'ogre, bah, c'est pas un ogre. Mais c'est plus facile pour lui de faire l'ogre que d'être un vieux. Comme ça, il est quelque chose, et pas seulement un gros. Un gros, un vieux. Des fois, c'est mieux ce que les autres y pensent. Bon, on a dit beaucoup de choses. Maintenant, je vous repose ma question. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire sans l'ogre, nous ne sommes plus des enfants? Bon, ben maintenant, moi, je pense que ça veut dire ça. L'ogre, il sait qu'il joue à faire l'ogre. Et faire peur aux enfants, ça lui fait qu'il fait quelque chose qui n'est pas qu'un gros. Et les enfants, ils se racontent des histoires, ils font semblant d'avoir peur et ils jouent à embêter l'ogre. Mais quand il est mort, ben, ils ne peuvent plus jouer. Ils sont bien obligés de se dire qu'il n'y a plus d'ogre. Et aussi, ils sont obligés de se dire qu'en fait, c'était un artiste. Ils ne peuvent plus se raconter des histoires. Et là, maintenant, ils savent. Ah là, tu dis quelque chose de nouveau. Tu dis que c'était un artiste? Ben oui. Et ils le disent que c'était un artiste. Et un grand, inconnu. Alors, ça fait... Alors, ça ne peut pas être un ogre. Et là, les enfants, ils ne peuvent plus se raconter des histoires, comme on disait tout à l'heure. Moi, eh ben, en plus, il leur a mis des ailes de papillon, là dans l'illustration. Alors, c'est plus des enfants. Voilà. Alors, c'est pas vraiment un débat interprétatif, mais plutôt un débat délibératif, parce que le maître, il donne des indices, il renvoie aux pages, etc. Voilà. Mais les élèves, vous voyez, ils mettent au jour ce jeu identitaire des places sociales, des masques, des rôles sociaux, et d'une certaine manière, ils sont amenés... alors il y a rivalité, comme pour le voyage d'Oregon, rivalité entre le trublion, Damien. Il y a souvent dans les classes un trublion, un qui est un peu hors jeu, et comme il est un peu hors jeu, eh ben, ça lui donne un regard ironique et critique sur ce qui se passe dans la classe. Et souvent, il démêle un peu les situations. Et puis Hugo, qui est l'intellectuel de la classe. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils se sortent de cette espèce d'ironie qu'il y a dans le texte. Voilà. Il y a la duplicité du discours de l'ogre et du discours du narrateur. Il y a la duplicité du propos du livre, dont les illustrations font peur, mais pas l'histoire. Et puis il y a l'humour final d'Inès. Les enfants deviennent des œuvres d'art. Et d'une certaine manière, ils se dépêtrent parce qu'ils... Alors, on ne va pas dire qu'ils pensent l'assignation sociale, mais ils s'en approchent quand même. Ils ne sont pas très loin de sentir quelque chose de fort autour de l'assignation sociale. Et c'est ça qui leur permet de se dépêtrer de cette espèce d'écheveau. Bon, alors j'ai plus le temps, je saute. Mon dernier bazar, je voulais, voilà, en guise de conclusion. Il y a une œuvre qui peut déplacer, qui va amener les lecteurs à se déplacer, et moi ça me fait penser à ce jeu pictural qu'est l'anamorphose. L'anamorphose, c'est une espèce de déformation des images qui demande au lecteur de se déplacer pour pouvoir vraiment percevoir l'image. Par exemple, ici, on voit dans une cour de collège, on voit des collégiens au fond, et puis on voit cette drôle d'image au sol, dont on ne sait pas trop le sens, une espèce de flèche, etc. Si on se déplace, y consommer au bon endroit, voilà ce qu'on voit. C'est un jeu, une illusion, mais qui ne fonctionne que si on se déplace. Alors ça, évidemment, c'est des professeurs de mathématiques qui ont fait ça pour enseigner la géométrie. Dans les œuvres d'art, sans doute l'image la plus célèbre, c'est une image de Holbein, des ambassadeurs, vous voyez, avec tout le prestige, leurs costumes, ils sont très riches, ils sont très beaux, ils sont très gros. Mais il y a ce drôle d'objet devant qui flotte. Si on se déplace, eh bien, voilà ce qu'on voit. Tout ça est miné par l'image de la mort. Bon, un déplacement, une œuvre littéraire qu'on lit avec cette disponibilité, en quelque sorte, suppose un temps de maturation.
Ça suppose une attention aux détails, ça suppose l'idée d'intégrer l'inintégrable, mais tout cela au nom d'une interaction, une interaction avec la société, une interaction avec l'auteur, avec soi-même, avec le maître médiateur, et d'une interaction qui est perçue comme étant supérieure à la seule réception de l'œuvre, à la seule compréhension de l'œuvre. Je vous remercie de votre attention.